Aujourd'hui, j'ai l'auteur du livre L'envol et la vie chère. C'est Rémi Rouland qui est là aujourd'hui avec moi. Bonsoir Rémi. Bonsoir à toutes et à tous. Tu vas bien? Ça va très très bien. Alors, la vie chère, tous responsables. J'ai envie de vous dire qu'on va parler en deuxième partie. Comme ça, vous allez rester là avec moi jusqu'au bout parce que c'est un sujet très très intéressant et on sait qu'on... Notre porte-monnaie, il est très important de tout calculer. Comme on a dit à Gazano, c'est selon t'étais au Kataye soutien. Voilà. Et tu as ce livre aussi, L'envol, quand j'ai arrêté, tout a commencé. Là, on va parler des relations toxiques. On est OK avec ça? On est OK avec ça. Très bien. Alors, Rémi, dis-nous, tu viens de quelle région? Alors, je suis normand d'origine. D'accord. Et avant d'arriver en Guadeloupe, il y a bientôt 13 ans, j'ai fait un petit passage à Toulouse. OK. Pendant presque 10 ans. D'accord. Donc, un premier tremplin vers le soleil et la chaleur. Ouais, c'est ça. Il y avait peut-être moins la chaleur humaine. Je l'ai bien trouvé ici, en tout cas. Ah, donc... Vous entendez ça? On est bon ici, hein, vraiment. Merci en tout cas, Rémi, de le souligner. Donc, l'écriture, ça fait combien de temps que tu es dans l'écriture? Ça fait seulement 1 an et demi. Ah oui, d'accord. C'est tout frais. C'est tout frais. Grâce au travail sur moi, j'ai réveillé un potentiel certainement enfoui. Ah ouais, super. Et puis, parce qu'en 1 an et demi, 2 livres. 3 livres. 3. Ça va? Oui, ouais, ça va. Si on multiplie par 10 ans, j'en aurai une trentaine alors. Ok, en tout cas, je te le souhaite et surtout que ça fonctionne. C'est ce que je te souhaite, mon cher Rémi. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu as décidé d'écrire ce livre et quel était l'objectif en le partageant avec les autres? Alors, il y a 5 ans maintenant, j'étais dans une relation hyper toxique sentimentale. Et en sortant de cette relation d'une façon définitive, avec beaucoup de mal, je me suis dit que j'étais tellement mal, il faudrait que je raconte cette histoire. Donc cette idée première, elle est restée dans ma tête. D'accord. Et puis j'ai fait un cheminement, un travail sur moi, puisqu'on ne peut pas travailler sur les autres. Donc je me suis dit, Rémi, là, tu vas te prendre en main, puisque j'étais un grand dépendant affectif. Et donc la dépendance affective nous enferme tellement dans tous les domaines, que ce soit sentimental, professionnel, amical, voire familial parfois. Et là, j'ai fait tout ce parcours. Ça s'est passé 2-3 ans. Et en 2024, j'ai tellement bien travaillé, je me suis dit là, ça y est, c'est le moment. Je peux partager, mais je ne voulais pas partager seulement cette expérience négative. Je voulais surtout partager comment j'ai fait pour m'en sortir et comment je suis devenu moi-même. Chose que beaucoup de personnes ont ce travail à faire. Puisque aujourd'hui, si j'écoute un petit peu autour de moi, les gens sont soit pas bien dans leur travail, soit ont une mauvaise relation. Et parfois, la même mauvaise relation, elle est avec soi-même. Parce que la relation toxique, c'est pas forcément que dans un couple, hein, c'est dans toutes les situations possibles. C'est ça. Et souvent, il y a une source de ça. Alors, ce qui est intéressant quand même, tu disais, on peut faire le travail sur soi, mais pas sur les autres. Parce qu'on a tendance, et je pense que c'est humain, de toujours vouloir rejeter la faute sur les autres et de vouloir changer les autres. Alors que c'est pas ça, en fait, qu'il faut faire, apparemment, selon ce que tu dis. Ah, mais c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Il faut se regarder en face, faire une analyse sur ce qui va pas chez nous. Et puis, en face, on n'arrivera pas à changer. Alors, on peut arriver à s'adapter avec quelqu'un, modifier. Mais on ne peut pas ne pas devenir soi-même. Donc, le plus facile, finalement, c'est de travailler sur soi. Alors que ça paraît comme une montagne insurmontable au début. Ben oui, c'est ça même. C'est les montagnes, vraiment des montagnes. C'est ça. Les montagnes aussi, on peut monter et descendre. Ça veut dire que pendant ce parcours, on a aussi parfois des rechutes. Et puis, ça fait partie aussi de l'évolution. C'est souvent quand on retombe qu'on se dit « Ah ouais, mais j'étais là ». Ça permet de mesurer l'évolution. D'accord. En tout cas, c'est ce que moi... c'est ton analyse, en tout cas. C'est mon analyse par rapport à mon parcours. Ok, super. Et comment tu as vécu l'expérience de te libérer justement des relations toxiques et qu'est-ce que tu as appris dans ce chemin? Comment tu t'as avancé grâce à tout ça? Alors, j'ai commencé par faire des soins énergétiques, un petit peu comme tout le monde fait. J'ai fait du Reiki, j'ai fait de l'hypnose, de la kinésiologie. Alors j'ai goûté un petit peu à tout ce qui est proposé. Tu as testé pas mal de choses, d'accord. Voilà, et tout ça m'a amené aussi à un éveil spirituel. Donc là, je parle pas du tout de religion, je parle de l'éveil spirituel. Pour moi, c'est apprendre à se connaître. Une façon d'être, en fait, un état d'esprit. Et savoir qui on est
et ce que l'on est venu réincarner sur cette terre aussi. D'accord. Ça fait partie de ce en quoi je crois aujourd'hui. Je précise aujourd'hui parce que dans l'évolution, on a parfois besoin d'un outil, et puis au final, on s'aperçoit qu'il nous a permis juste d'apprendre autre chose. Et on n'est pas obligé d'y croire à vie. Et c'est pas grave. Oui, c'est ça en fait. Ça permet d'avancer. Pour pas se dire ah ben tiens c'est comme ça et puis c'est parce que c'est comme ça, je suis comme ça et voilà, non, tout peut changer, tout peut se modifier, même quand on est à un certain âge, parce que des fois je suis trop vieille, on laisse comme ça et en fait non, pas du tout. Bien évidemment, tout est possible dans le changement. Alors là, cette question, je pense qu'elle va vous intéresser. Alors, quels sont les principaux signes avant-coureurs des relations toxiques que les lecteurs, les téléspectateurs également doivent connaître, Rémi? Alors, c'est la perte de confiance en soi. On peut être quelqu'un de jovial, avoir la lumière, et puis d'un seul coup se sentir un peu triste. Perdre la confiance en soi, c'est-à-dire toujours demander à l'autre ou aux autres l'aval dans nos choix. Et donc ça, c'est un mauvais... Alors c'est un bon signe pour savoir si on est dans une relation toxique. Ah oui, d'accord. De demander l'avis, systématiquement, on est plus... Oui, c'est le manque de confiance en soi. C'est le manque de confiance en soi. Ouais. Et c'est les relations qui ne nous correspondent pas, que l'on appelle toxiques, qui nous amènent à cette perte de confiance, cette perte d'estime aussi. Donc il y a une certaine tristesse qui se met en place. C'est ce que moi j'ai ressenti. Ma joie de vivre avait baissé, alors que il n'y a pas de souci avec ça. Et on se sent pas bien, on n'est pas à notre place en fait. Et on se dit, mais pourquoi je me pose autant de questions? La rumination. Ta lumière, elle était tamisée pendant un moment par rapport à cette relation toxique en fait. C'est ça, exactement. Okay. D'accord, très bien. Et vas-y. Alors, donc dans les signes avant-coureurs, pour moi, c'est ça, c'est une baisse d'énergie. Une baisse d'énergie aussi. Ça, c'est important. Parce que quand on est dans une relation dite toxique, on a parfois affaire à ce qu'on appelle les vampires énergétiques. Bien sûr. On peut être aussi soi-même vampire énergétique, hein. Mais ça ne veut pas dire que l'autre est mauvais. Ça veut dire qu'on ne correspond pas, on n'est pas sur la même vibration. Et donc ça nous demande de l'énergie. Parce qu'on est en rumination, on se repose des questions tous les jours, 30 000 questions qui passent dans la tête. Et puis on n'avance pas avec ça. Non, bien sûr. Non, bien au contraire, des fois, on patine. Et moi, un conseil que j'avais lu, parce que ça m'arrive de lire, mais pas très souvent, et de se mettre face à un miroir et surtout de s'apprécier, de dire que l'on s'aime déjà, voilà, et qu'on est beau ou belle. Surtout, voilà, pas comme tu l'as expliqué, pas forcément attendre l'aval de quelqu'un, mais voilà, je me lève à Zali, on va faire au matin là. Ah, j'adore, tu vois ou pas? C'est dans ce sens-là que je suis. Alors, comment tu peux définir une relation toxique et quels sont les impacts? Enfin, tu as déjà expliqué un peu sur les impacts sur la vie quotidienne des personnes concernées. Alors l'impact au quotidien, c'est une fatigue déjà. Une fatigue physique. Ah, c'est énergivore. Énergivore. Donc on n'a plus d'objectif vraiment. C'est un peu comme si on est en mode de zombie et qu'on avance dans le noir et on ne sait pas qu'est-ce qui est bon pour nous, on ne sait plus qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. On n'a plus d'objectif de vie. On ne voit pas la vision, on n'a pas la vision de l'avenir. On se dit, bon, qu'est-ce que je fais aujourd'hui si on est dans un métier en plus où de la relation toxique sentimentale, on a aussi le métier qui va pas et on s'en sort pas, on est dans le brouillard. Et donc c'est moi ce qui m'est arrivé et à 49 ans je me suis dit bon, il est quand même temps de savoir pourquoi je vais pas bien. Alors et ces soins énergétiques ont commencé à me donner quelques indications, notamment on m'a dit que j'avais un chemin de vie 33 et là je parle de numérologie. D'accord. La numérologie c'est un outil de développement personnel pour apprendre à se connaître. Et c'est basé sur notre date de naissance et nos prénoms et notre nom de naissance. D'accord. De là, on a une espèce de cartographie de nos besoins qui sont identifiés par des numéros. Ok. Alors moi, j'y crois parce que j'ai trouvé quelques vérités à travers ça. Et ça t'a aidé à avancer. Mais quand j'ai vu mon chemin de vie, je me suis dit, ouais, c'est pas du tout ce que je suis aujourd'hui. Alors finalement, quels soins... Alors tu as dit que tu as utilisé plusieurs méthodes. Dans le livre, j'ai vu que tu en avais utilisé plusieurs aussi. Mais à un moment, tu as dit, tiens, c'était ça qui me correspondait. Oui, alors là encore, j'étais encore dépendant. Donc, des fois, je m'accrochais à une thérapie. Donc j'y retournais. Et puis à un moment donné, je tournais en rond parce que je me suis dit, je sais déjà ce qu'on va me dire. Mais ça m'a servi au début. Alors, tu penses que quand on est dans une relation toxique, on a tendance à se voiler la face? Complètement. D'accord. L'entourage peut même nous dire t'es dans une relation qui ne te correspond pas,
on le sait, on entend, mais on reste dedans. Il faut changer. Ouais. Hein. Si ça fait longtemps qu'on est avec la personne ou la situation, il faut oser changer. Et c'est ça, souvent, ce qui bloque, c'est la déclic, peur. Ce fameux déclic. C'est ça, la peur du changement. Ouais. Et dans un couple, on peut être ensemble depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, et on sait que ça va pas, mais on reste parce que... Des fois, je fais un petit jeu de mots en disant l'amour est dans le prêt, P-R-E-T et pas P-R-E-S. Mais on se donne des tas de raisons, on se donne des tas d'excuses non valables pour ne pas changer. Ben, c'est ça. Mais justement, alors là, tu dis l'amour est dans le prêt et P-R-E-T. Et du coup, c'est ce que j'apprécie dans ton livre, justement parce que malgré cette relation toxique qui a été quand même assez difficile pour toi, tu relates cette relation, mais vraiment avec de l'humour et plein d'exemples comme ça. Donc, c'est ce qui rend le livre un peu très fun et qui se laisse lire, même si j'ai pas encore fini, mais il se laisse lire tout seul. Tout à fait. C'est ce que je voulais apporter justement parce que moi-même, j'avais besoin de lire des choses et j'avais pas envie d'être plombé à la fin du livre. Donc, je me suis dit que même si le parcours il est compliqué, on peut apporter une petite touche d'humour sous forme de jeu de mots ou de références cinématographiques ou musicales, comme j'ai pu mettre. Parce que je voulais qu'à la fin de mon livre, les gens aient pris ce qu'ils avaient besoin de prendre et surtout qu'ils aient passé un bon moment. Et dans mon style d'écriture, sur les autres ouvrages, c'est la même chose. C'est pareil, d'accord. C'est mon style. Je traite des sujets très sérieux avec un petit peu d'autodérision. Oui, et ça, c'est bien parce qu'en fait, justement, ça nous permet de nous identifier et tout en étant soulagé pour toi parce qu'on se dit que, en fait, maintenant, t'en rigoles, même si t'en as souffert, mais t'en rigoles aujourd'hui et t'es passé à autre chose. Voilà, je voulais pas laisser un message négatif, au contraire. Vous voyez bien que ça va bien aujourd'hui. Oui, en tout cas, t'as l'air bien. On va dire 5 ans après cette prise de conscience, moi-même, quand je regarde en arrière, je me dis que j'ai fait un sacré chemin et qu'aujourd'hui, je me sens libre. Et c'est ce à quoi j'invite tout le monde, c'est à trouver sa souveraineté et sa liberté. Alors, sans trop rentrer dans les détails du livre, fais-nous un petit résumé du résumé pour donner envie aux téléspectateurs qui n'ont pas encore lu ton livre à justement, je pense que déjà avec ce qu'on a dit, c'est déjà pas mal, mais expliquer un peu vite fait ton histoire. Alors, mon histoire, on va dire que c'est l'histoire d'un homme dépendant, comme beaucoup d'entre nous, hommes-femmes, parce que... Alors, il faut que je fasse très très court là. Oui, on condense, parce que sinon... C'est sortir de la dépendance, c'est sortir de ce qu'on nous a inculqué, en termes d'éducation nationale, parentale, etc. Être soi-même, voilà. Et quand on est soi-même, je pense que là, les choses changent. On n'a plus référence à ni avoir l'avis des autres, ni on fait les choses en conscience et on les fait pour soi surtout. Alors si je peux encore raccourcir, vas-y. C'est s'aimer soi, parce que quand on s'aime pas suffisamment, on peut pas aimer les autres. C'est pas de l'amour en fait. On attend de l'autre un complément. Donc on recherche un complément chez les autres. D'accord. Dans tous les domaines. Et finalement, le complément, il est bien chez nous. Et ça a duré combien de temps ta relation toxique ? Alors, parce que justement, comme tu dis, on a tendance à se voiler la face et rester dedans. Donc justement, alors dis-nous. Alors, on va dire, celle qui m'a le plus torpillé, elle a duré 8 ans. D'accord. Mais quand je fais l'analyse, la relation toxique, ça faisait 49 ans. C'était avec moi-même que je l'avais. Ah, belle analyse. Okay. Et oui, parce que si je remonte en arrière, je vais aussi retrouver des schémas répétitifs. Cette relation toxique m'a vraiment réveillé et j'en ai eu d'autres avant, peut-être moins toxiques, mais elles étaient là quand même. D'accord, ça se ressemblait, voilà. Ça se ressemble. Mais l'univers t'envoie les bonnes personnes, finalement, et pas les mauvaises, hein, c'est les bonnes personnes. Pour te remettre en question et pour pouvoir travailler sur toi. C'est ça. Non, mais tant qu'on les rencontre, c'est qu'il y a un truc à travailler. Vous avez entendu, hein ? Tant qu'on rencontre toujours les mêmes personnes, c'est que le travail, on doit le faire nous-mêmes et c'est pas les autres qui vont le faire pour nous. On va continuer à les attirer si on travaille pas sur nous. Et justement, toi aussi, tu proposes des soins pour... explique-toi. Alors, merci d'ouvrir... oui, attends, on est là, vas-y. Hein. Moi, je fais de l'accompagnement. D'accord. Alors, parce que moi-même, quand j'avais besoin
J'ai fait un petit peu de tout, peut-être un peu trop même, parce qu'au final, à force de compter encore une fois sur les autres, j'ai peut-être pas pris assez en compte que c'est moi qui avais la clé. Alors, ce que je veux moi apporter en tant qu'accompagnant, et je suis pas ni coach, je suis formateur de métier, mais dans l'accompagnement individuel, je parle vraiment d'accompagnement. C'est la personne qui décide déjà si elle a envie de changer. Et moi, j'apporte des clés. C'est une seule séance déjà. C'est pas une carte de visite, une carte de fidélité. On va faire 10 séances et au bout, il faudra que tu reviennes encore 10 fois. On fait une séance, ça dure 4 heures, 5 heures, 6 heures s'il faut. Et on parle de tout. On va remonter toutes les blessures. Alors, je suis très à l'écoute. Et après, c'est moi qu'on écoute, puisque je donne beaucoup d'informations. Et les personnes ressortent de mes accompagnements avec une autre vision de leur avenir, quel que soit l'âge. D'accord. On retrouve un objectif de vie. Parce qu'on a parfois des objectifs. Construire une maison, par exemple, c'est pas un objectif de vie. Une fois qu'on a la maison, la vie n'est pas finie. Ah oui, donc, c'est vrai, ça chose continue. derrière. Effectivement. C'est tout ce potentiel que je réveille chez les personnes qui prennent la décision de faire l'accompagnement avec moi. C'est souvent des lecteurs, puisque quand ils ont lu mon livre, ils se disent, bon, ben, avec son parcours, parce qu'il est très chaotique dans tous les domaines, il y a un rapport de confiance qui se met en place assez rapidement, et ils savent qu'ils peuvent tout me dire. Parce que moi, j'ai tout dit. Ouais, c'est ça. Vraiment, sans tabou. J'ai même avoué mes parts d'ombre. Et donc, les gens savent qu'ils peuvent tout me dire et savent surtout que je sais ce qu'ils pensent. Alors, rappelle que tu es l'auteur du livre L'Envol, quand j'ai arrêté la vie chère. Non, quand j'ai arrêté, tout a commencé. Donc, ça, c'est ton livre. Et on rappelle que tu es tout jeune dans le monde de l'écriture. Et franchement, merci en tout cas à toi d'être là. Rémi Rouland, je rappelle. Comment on peut identifier les personnes qui ont tendance à entretenir des relations toxiques ? Est-ce que tu peux répéter la question ? Comment on peut identifier des personnes qui ont tendance à entretenir des relations toxiques ? Alors, moi, j'en rencontre souvent. C'est des personnes qui vont... Tu les attires alors ? Non, alors par contre là, je les attire, mais pour pouvoir les aider. D'accord, maintenant on a changé la donne. On a changé la donne. Ok. Ceux qui n'étaient pas bonnes pour moi, je les repère beaucoup plus vite maintenant. Et donc, viennent pratiquement plus d'ailleurs. Okay. Mais les gens qui viennent à moi sont parfois des personnes qui ont besoin. Donc certainement, ils voient en moi que je peux les aider. Ça se fait naturellement. Il n'y a pas de technique ni de publicité pour ça. D'accord. Donc on les reconnaît parce qu'elles sont en besoin de parler. Et donc elles vont nous raconter leur expérience. Alors sur ton store, quand tu vends, parce que moi je t'ai rencontré en fait sur un marché, donc tu dois faire beaucoup de psychologie durant tes ventes. Oui. Ouais, voilà, chaque rencontre littéraire, c'est un début d'accompagnement. Puisque, évidemment, les gens me posent des questions, c'est normal. Bien sûr. Et j'essaie de répondre le plus simplement possible et de leur donner déjà des outils pour avancer. Après, qu'ils soient lecteurs ou pas, c'est pas grave. On a toujours passé un bon moment. Et si je peux apporter quelques petites clés au passage, c'est ma mission, donc... J'accepte. C'est très bien. On est OK avec ta mission. Vraiment, c'est cool. Quel conseil tu peux donner à quelqu'un qui se sent prisonnier dans une relation toxique ? Alors, faire une introspection, se regarder dans le miroir, si possible. Moi, je l'ai fait. L'exercice que tu as dit tout à l'heure, se dire je m'aime et je suis la personne la plus importante à mes yeux. C'est un exercice à faire. Je vais noter. Et je peux dire que au début, je le faisais, mais j'avais pas l'impression de me parler à moi-même. D'accord. Et au fur et à mesure, c'est rentré. Et au final, je le fais plus parce que j'ai plus besoin. Je sais que je m'aime maintenant. Donc, c'est un exercice à faire. Et le conseil que je donne, c'est vraiment cette introspection et se prendre en main et arrêter de compter sur les autres. Ça, c'est important, oui, parce qu'on a tendance à faire ça très souvent. Donc, c'est bien. Ou attendre le changement qui ne viendra pas de l'autre. Ou des autres. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça, exactement. Parce que comme on le disait au départ, on a tendance à vouloir changer les autres, alors que c'est nous qui devons faire un travail sur nous. Mais il y en a plein qui n'ont pas conscience de ça, parce que souvent, pourquoi on va changer ? À part moi pour en changer, c'est l'autre là pour y changer. Non. On doit changer, on doit faire un travail sur nous, ne serait-ce que pour notre équilibre personnel.
Parce que des fois, c'est énergivore, les relations toxiques. On est OK avec ça. Donc, pour être tranquille, avoir un état d'esprit vraiment libre et tranquille, on va travailler sur soi. Et après, vous verrez, ça va aller tout seul. C'est Rémi qui l'a dit, hein, c'est pas moi. Donc, j'en ai surtout donné la preuve. C'est ça, exactement. Et dans ton livre, on peut découvrir ton histoire que tu nous racontes avec beaucoup d'humour. Alors, comment tu as réussi à reconstruire ta confiance après avoir quitté cette relation toxique ? Alors, ça s'est pas fait comme ça, en claquant des doigts, évidemment. Bien. Mais quand j'avais des nouvelles rencontres et qui étaient dans le même profil, sauf que je raccourcissais à chaque fois le délai de sortie. C'est bien ça, ouais, ok. Et c'est là où j'ai mesuré ma progression. Il y avait l'alarme qui tout de suite qui se déclenchait, non pas bon, voilà. Next. C'est ça. Okay, alors l'alarme, on l'a toujours, hein. C'est parce qu'on l'écoute pas. Mais je l'écoute de plus en plus. Okay. Et donc au fil du temps, les relations qui étaient pas bonnes, alors c'est pas que sentimental, hein. Bien sûr. Professionnel, amical, je détectais plus vite et je me disais plus vite, faut que tu sortes de là. Voilà, ça te correspond pas. N'insiste pas, ça changera pas. C'est des personnes qui sont là pour te réveiller, pour te faire voir ce que tu as encore à travailler. Et au fil du temps, mais ça me nuit tout ça. Okay. Et on rencontre de nouvelles personnes. Il faut faire du vide, mais il faut remplir. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on quitte une relation toxique que tout est réglé tout de suite. Il y a des choses à comprendre. Parce que tu disais tout à l'heure que les proches, des fois, nous alertent, hein, même si on le voit, mais les proches nous alertent. On n'a pas forcément, justement, l'idée d'écouter. Non, on est dans notre truc. Alors, je sais que tu as ton ami Mickaël, tu vois, j'ai lu un peu. Hein, bien. Oui, j'aurais pu mieux, voilà. Est-ce que Mickaël avait tendance, justement, à te secouer un petit peu le coco ? Alors, gentiment, il me faisait toujours remarquer que, voilà, Rémi, je ne te comprends pas. Tu es quelqu'un qui a pris des grandes décisions dans ta vie, dans ton parcours. Et là, dans cette relation-là, t'es dedans et tu restes dedans. Qu'est-ce qui se passe ? T'arrives pas à changer. Mais je savais tout ce qu'il me disait. Il me faisait même remarquer certaines choses anormales. Et en fait, on n'a pas envie d'écouter parce qu'on est parfois attaché aussi à une personne ou une situation. Donc quand on est attaché, c'est pas de l'amour, déjà. L'attachement, c'est pas de l'amour. Ça, c'est de la dépendance. Vous avez entendu, l'attachement, ce n'est pas de l'amour. Pas du tout, c'est même le contraire, on va dire. Oui, c'est fuyer, en fait. Ouais, ok, très bien, parfait. Mais la prise de décision, elle n'est pas facile à prendre. Puisque c'est lié au manque de confiance en soi. On se dit, si je pars de cette situation ou cette relation, est-ce que je ne vais pas regretter ? Oui, c'est vrai. Et donc, à cause de cette croyance... Parce que souvent on dit, on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Alors voilà la phrase typique que l'on entend depuis petit, qui nous maintient justement dans des relations, situations qui ne sont pas bonnes. Parce que ça nous fait dire justement, tu sais ce que tu quittes, oui, et tu ne sais pas ce que tu vas retrouver. Mais on prend toujours cette phrase-là comme on va retrouver pire. On n'a pas pensé qu'on pouvait retrouver mieux. Oui, c'est ça. Justement, c'est ça. On pourrait, on va dire, transformer cette phrase en disant « Tu sais ce que tu quittes de pas bon et tu sais ce que tu vas retrouver de meilleur. » Parce que tu sais, il y a des parents, des fois, c'est comme ça aussi, où ils sont... les parents voient peut-être que leurs enfants, dans leur couple, ça ne va pas. Mais non, il faut que tu restes quand même aussi. Parce que non, tu ne vas pas divorcer parce que non, tu es marié. Et nous, chez nous, on ne divorce pas. Donc, ils préfèrent encore voir leurs enfants malheureux. Et parce que c'est comme ça, faut rester dedans, même si c'est pas bon. C'est ça. Et en plus, parfois, dans l'entourage, il n'y a pas que des personnes... Alors, c'est pas qu'ils ne veulent pas du bien. C'est qu'eux-mêmes se voient à travers nous. Et transmettent leur peur. Te transmettre leur peur. C'est-à-dire, quand tu veux monter une société, par exemple, tu as des tas de personnes dans ton entourage qui vont te dire attention, fais pas ça, c'est risqué. Voilà. Mais c'est eux qui te transmettent leur propre peur. Exactement. Donc ça, c'est pareil. Moi, j'ai éradiqué tout ça. J'ai pas attendu. J'ai été chef d'entreprise à 32 ans, donc j'ai pas attendu que la peur me ronge, mais j'ai entendu aussi ce type d'alerte, de phrases qui ne sont que les peurs des autres. Alors si dans la deuxième partie de l'émission, on va parler de ton autre livre concernant la vie chère, tous responsables, on va conclure avec cette partie-là parce que ça va être la pause. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux téléspectateurs justement concernant ton livre et cette relation toxique en 2-3 mots, histoire de donner envie d'acheter ton livre?
Alors, comme tout auteur, on a tous envie que les personnes lisent notre livre. Bien sûr. Moi, je me suis tellement livré personnellement dans cet ouvrage que j'aimerais que la terre entière le lise, mais pas simplement pour dire j'ai vendu mon livre. C'est plus parce que j'ai un message à travers. Donc, c'est le message qu'on peut changer et qu'on peut aller mieux. Ouais. Et retrouver surtout sa liberté. C'est vraiment l'envol. Le titre a été choisi, évidemment, pas par hasard. Bien sûr. Donc l'envol veut dire beaucoup de choses. Et le sous-titre, c'est quand j'ai arrêté, tout a commencé, c'est vrai. Ça. Quand j'ai arrêté de dépendre, tout a commencé. Je suis enfin moi-même. Je ne suis pas plus riche. Je ne suis pas plus pauvre. En revanche, j'ai une paix intérieure. C'est ça. Et c'est à partir de quel âge que tu as retrouvé cette liberté, on va dire? C'est à partir de quel âge que tu as pris ton envol? Alors j'ai commencé à travailler sur moi à 49 ans. Je vais dire allez, le livre m'a vraiment aidé à finir de gratter les fonds de casserole. J'ai vraiment pris conscience que j'avais changé à partir de ce moment-là, quand le livre est sorti. Très bien. Donc évidemment, aujourd'hui, si je devais le réécrire, il y aura encore des nouvelles choses. Bien sûr. Sur mon évolution, sur ma façon de voir la vie. Il y aura peut-être un tome 2. Mais bien sûr. Mais voilà. On se retrouve après la pub. À tout de suite. Nous sommes de retour avec Rémi Rouland, auteur donc du livre L'envol, quand j'ai arrêté, tout a commencé. On en a parlé en première partie d'émission. Et là, on va parler de ce livre, La vie chère, tous responsables. Il est grand temps de changer. Ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Tu dénonces l'idée du problème de la vie chère. Uniquement lié au prix ? Pas du tout. D'accord, mais plutôt à l'acceptation collective de cette situation. C'est ça. C'est ça, on est plus dans ce sens. Ok, alors tu proposes une réflexion profonde sur nos attitudes de consommation et tu invites les lecteurs et les téléspectateurs donc à prendre conscience de leur responsabilité dans ce phénomène. Est-ce que j'ai bien résumé ? Tu as bien résumé. Oh. Il y a encore plein de choses à dire, évidemment. Mais oui, bien sûr, mais t'as résumé. On y va, mon cher Rémi. Je t'écoute, dis-nous tout. Vas-y. Eh bien, quand on est auteur et qu'on a révélé un certain talent à l'écriture, on se dit, le prochain livre, ce sera quoi ? Alors, voilà, pourquoi tu as choisi ce sujet ? Voilà. Alors, justement, après l'envol, je me suis dit, j'aimerais écrire sur les comportements. C'est-à-dire, je m'étais déjà imagé la jalousie, la dépendance, la colère, et essayer d'apporter quelque chose, des pistes de réflexion là-dessus. Puis après, je me suis... Au quotidien, je suis quelqu'un de très observateur et j'observe que moi-même, je râle parce que voilà, ça c'est trop cher, il y a des trous dans la route, il y a ci, il y a ça, et tout le monde fait ça et on passe pas forcément à l'action. Alors j'ai fait un parallèle entre nos comportements et la vie chère, mais pas que financière. La vie, elle peut coûter cher dans tous les sens du terme. Bien sûr. Alors c'est vrai que mon livre, avec la pochette, quelque part, c'est un petit peu provocateur aussi parce que j'essaie de inculquer un électrochoc. Oui. Avec mon analyse, ma propre analyse, qui est la mienne, sur la situation. Je trouve qu'on arrive à un stade économique où il est grand temps qu'on se remette en question. Pour toi, on subit donc ? On subit, comme dans la relation toxique. Je suis parti un peu sur le même principe. D'accord. C'est que tant que j'accepte d'être maltraité en termes de propositions commerciales et pas que, en termes de méthode de travail aussi, parce que je parle également de la vie au quotidien dans le domaine du travail, je n'ai pas abordé que l'aspect commercial. D'accord, ok, donc très c'est bien. un tout. Ok, c'est un tout. Et je me suis dit qu'en travaillant sur nous-mêmes, puisqu'on ne peut pas travailler sur les autres, je te rappelle Zali, on a dit en début d'émission, c'est toujours valable, et c'est encore plus valable dans le quotidien et dans ce que l'on accepte de subir. Et tous responsables ne veut pas dire tous coupables. Hein. On est responsable. Oui. On est responsable quand on est dans une relation toxique, on ne veut pas en sortir. On est aussi responsable, en partie, dans le domaine de la consommation. D'accord, très bien. D'après Rémi Rouland. Donc toi, Rémi Rouland, ça veut dire... toi, comment tu consommes en fait ? Comment tu procèdes du coup ? Eh ben, du coup, j'ai revu aussi ma méthode de consommation. C'est-à-dire, alors ça ne veut pas dire on va faire un jardin pour éviter... Oui, parce que moi je vois ça, moi, hein, tout de suite quand voilà, ça veut dire que... On s'imagine tout de suite ça. Bien sûr. Mais c'est pas que ça. En fait, j'ai déjà retiré de ma consommation tout ce qui n'est pas bon pour ma santé. C'est-à-dire
l'alcool, le tabac, tout ce qui n'est pas utile et qui endort mon cerveau. Très bien. Vous avez entendu, il a enlevé tout ce qui est toxique aussi, financièrement. Voilà, parce que ça, c'est toxique, c'est nocif pour la santé, pour le discernement et aussi financièrement. Si on calcule un petit peu, mensuellement, on est tous amenés à aller à 3 anniversaires de fêtes et on a vite dépensé 300-400 euros dans l'alcool. Celui qui fume, il va dépenser aussi pour le tabac. Mais tout ça ne fait que nous maintenir dans un système qui a bien compris comment l'humain fonctionne. On propose des produits qui ne nous rendent pas forcément avec tout notre discernement. Le sucre, oui. Tout ça, c'est un fonctionnement qui est en place depuis très longtemps. Et donc, ça nous maintient dans ce comportement un peu de mouton, on va dire. Et donc, on consomme, on continue. On enrichit évidemment les personnes qui proposent. Et puis après, on se plaint qu'ils proposent à tel prix. Voilà. Mais à travers ça, on cautionne. Parce que justement, il y avait une vidéo il n'y a pas très longtemps d'un chanteur très connu de chez nous, Yu Chang, MC, et il faisait une vidéo un peu justement là-dessus. En fait, bon, c'était marrant et pas. Parce qu'en fait, il expliquait que justement, ces personnes-là qui ont des grandes surfaces et qui vendent et tout ça, ils regardaient comment nous, quand je dis nous, je me comprends, comment on allait chez eux, qu'on dépensait l'argent et puis qu'on buvait de l'alcool et puis qu'on était complètement à l'ouest. Et voilà, et puis regardez-les, dis donc. En fait, en gros, c'était ça. Et c'est de ça que tu parles là actuellement, en fait. Exactement. Ces grands groupes nous regardent de haut et... Oui, c'est ça. Ils se disent, mais voilà, mais formidable. Allez-y, continuez, en fait. Oui, ça nous arrange. Nous, ça nous va très bien dans nos porte-monnaies. Voilà. Et nous, on râle pendant ce temps-là. Alors, je parle de ça, évidemment, puisque c'est tellement évident. Il y a aussi un autre phénomène, c'est que là où on pourra avoir une alternative, on va dire que des enseignes locales peuvent très bien essayer d'aider la population à vivre un peu mieux en proposant peut-être un tout petit peu moins cher. Déjà, ça nous donnerait envie d'aller chez eux. C'est ça. Moi, je fais un constat. Samedi, j'ai acheté un café à 3,20 €. C'est du pur arabica. Alors, quand j'ai commencé à écrire le livre sur la vie chère, je parle d'un café à 3 €. D'accord. J'avais pas encore vu 3,20 €. Et ben ça y est, c'est arrivé. Ok. Je trouve ça déplorable. Et c'est énorme parce que ton café, c'est quand même très cher. Il y a moins cher comme café. Tout à fait. 3,20 €. Okay. Alors, j'avais pas le choix ce jour-là. Ah d'accord, ok. Je l'ai fait et je me suis dit bon, mais fais-le parce que comme ça donne de la matière. Ça alimente mon raisonnement. Et je voyais toutes les personnes qui sont là, certains qui doivent venir tous les jours et qui cautionnent, bim, le café 3,20 €, bam, bam, bam. Pendant ce temps-là, ces enseignes se multiplient. Et finalement ne contribuent pas à l'épanouissement de la population locale, ne payent pas forcément non plus leurs salariés à la hauteur des revenus de leur entreprise. Et du coup, ils se sont aussi mis au même fonctionnement que les grands groupes. C'est ça. Et donc, on ne va pas en sortir si nous-mêmes, on ne décide pas. Moi, le 3,20 €, je me suis fait avoir une fois. Je me ferai pas avoir 2 fois. C'est fini. Voilà, c'est ça. Le truc, c'est que voilà, on peut avoir chat échaudé, crâne eau froide. Voilà, c'est bon, c'est fini. Moi, j'ai un exemple d'un ami aussi, c'est pareil. Alors, tous les jours, il va acheter son petit café dans la boulangerie, tout le temps. Mais je lui dis, écoute, déjà, si tu achetais peut-être une boîte et que tu ramenais, que tu faisais... Déjà, ça revient beaucoup moins. Moi, je suis très dans les calculs. Ça, ma famille me connaît, j'aime calculer. Donc, effectivement, au lieu d'y aller tous les jours, certes, c'est quand même une dépense que tu feras, mais ça sera moindre pour ton porte-monnaie. Et puis là, tu seras pas obligé d'aller faire la queue en plus à chaque fois parce que des fois, t'attends. C'est ça. Voilà, donc pour un service qui est pas forcément agréable. Mais ça, c'est un autre débat, mon cher Rémi. On continue. Auquel j'ai aussi abordé ce sujet. Voilà, tu vois. Si tu veux, je peux t'aider pour les autres livres. Mais oui, tu m'aides parce que tout le monde m'aide. En fait, c'est un constat que je fais au quotidien. Donc les interactions me servent évidemment de réflexion. Bien sûr. En plus de 3,20 €, alors c'était pas le cas cette fois-ci, mais en plus de 3,20 €, tu peux aussi avoir quelqu'un en face qui va te dire il y a quoi pour vous.
au lieu de bonjour, qu'est-ce que je peux vous servir aujourd'hui? Voilà. Et comme on dit, il y a le fameux bonjour, il y a le bonjour et le bonjour, avec le sourire qui change tout en fait. C'est exactement ça. Voilà, ça. C'est ça. Et c'est déjà plus... Le 3-20, il peut peut-être passer mieux avec le sourire. Même s'il reste là, mais le petit sourire, 3-20. Et là, voilà, ça passe un peu mieux. C'est ça. Même si ça fait mal. Et j'ai remarqué qu'il y a aussi une augmentation de ce type de comportement, de personnes qui sont pas forcément dans leur élément finalement. Alors, je ne les accuse pas. Dans mon livre, je donne une explication. C'est quelqu'un qui doit peut-être être comptable et on l'a mis là derrière un comptoir parce qu'elle n'a pas trouvé autre chose. Et du coup, elle est peut-être aussi en conflit avec son patron qui n'est pas très sympa. Et puis, du coup, voilà, elle vient... Nous, on paye les conséquences de ça. On paye 2 fois. Voilà, c'est ça. Et moi, c'est ce que je dis. Alors, pareil, on peut avoir les problèmes. Je suis OK avec ça. Ça arrive, ça, on le sait. Mais par contre, pour moi, à partir du moment où tu es là, à ton travail, tu es censé transmettre une bonne énergie au client. Parce que justement, si tu transmets une mauvaise énergie, le client ne reviendra pas. Et qui te paye? C'est toujours la même chose. Si ton patron est en déficit, ciao, bye bye en fait. C'est pour moi, je le vois comme ça. Voilà. Donc pour moi, on arrive, même si on n'a pas envie, même si le patron n'est pas, paye pas à la hauteur qu'il devrait payer, à ce moment-là, on tient, on sourit quand même à la clientèle, et puis si on n'est pas content, on essaye de trouver autre chose en attendant. Mais nous, on ne doit pas payer, nous, en tant que client. C'est ça. C'est du savoir vivre ensemble, en fait. C'est ça, exactement. Donc on n'a pas à faire subir, parce qu'après, la personne qui vient tranquillement prendre son café, qui repart énervée, qui est content, qui arrive le matin, je vais acheter mon petit café, et puis là... Elle arrive au bureau, elle dit à la collègue, tu vois, encore, j'ai été mal reçue, nanana. Et en fait, ça crée des mauvaises vibrations. Bien sûr. Et ça crée des tensions. Et moi qui ai beaucoup travaillé sur moi et qui suis très éveillé, je sais que ma pensée est créatrice. Et que quand je vibre le négatif, il m'arrive que du négatif. Si je me lève le matin, que je renverse mon chocolat sur le pantalon, je commence à râler, je vais monter dans la voiture, j'aurai les bouchons et tout le reste avec. Ouais, c'est ça. Alors que si je pars avec un côté positif, j'ai plus de chances qu'il m'arrive des bonnes choses. Moi, alors, une fois, ce que je me dis, au lieu de râler, par exemple, si on va dire on renverse le chocolat, je vais dire voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça qu'il fallait. Et puis on continue parce que sinon on est énervé, comme tu dis, et la journée elle continue que comme ça. Et puis on va dire tiens, ma journée, j'ai un chat noir, enfin voilà, et ça continue, ça continue. Et c'est important la façon de parler et de penser également. Tout à fait. Et pour revenir à ce fameux café qui n'est qu'un exemple, n'allez pas croire que je fais une focalisation sur le café, mais pour moi c'est très révélateur d'une méthode et d'un fonctionnement qui est bien ancré maintenant. Je trouve que les commerçants s'alignent à la hausse et plus à la baisse. Et moi, j'ai 30 ans de commerce derrière moi, dont 12 aux Antilles. Alors, je sais très bien comment ça se passe. Je sais comment on calcule un prix de vente. J'en parle d'ailleurs, je donne quelques révélations. Et une explication du coup à la montée des prix. Je sais qu'il y a une rentabilité à avoir de la part des entreprises. Mais il y a rentabilité quoi. Voilà, il y a rentabilité et il y a voracité, c'est pas la même chose. Très bien. Et donc le café c'est un exemple parce que je trouve que ça image très bien le fonctionnement aujourd'hui auquel on fait face. Parce que voilà, je te mets le café à 3,20, je m'en fous en fait. Tu vas le payer, de toute façon t'as pas le choix. Oui, alors sauf qu'on a oublié qu'on n'avait pas le choix. On a le choix. Oui, c'est ça. Tu as parlé tout à l'heure de faire son café chez soi. Ça peut être aussi acheter une cafetière avec les collègues et puis de passer un moment sympathique. De faire une mise et puis on s'achète le café ensemble. Et puis ça n'empêche pas d'aller de temps en temps dans un établissement. Et là encore, je ne fais pas non plus une focalisation sur ces établissements. Non. Mais je trouve qu'il y c'est a juste avoir une alternative quand même. Essayer, c'est un calcul en fait qu'il faut faire tout simplement. Donc, exactement. On ne va pas dire n'y aller plus ou voilà. De temps en temps, peut-être, oui. Et puis après, si forcément on est agréable, c'est encore mieux. Mais c'est une question d'organisation financière. Tout est dans le calcul. Voilà. C'est ça. Et mon discours n'est pas de boycotter. Justement. Il est peut-être de faire comprendre aux gens qui proposent, de leur dire ton prix là, il n'est pas bon. Alors, je te le dis, et puis la personne qui est derrière va te le dire aussi. Et on va pas le prendre pendant un moment, tu vas voir, tu vas le baisser. C'est comme les soldes. Les produits qui se vendent pas, on fait quoi? Il y a une période, on baisse le prix. On va te le vendre 50% par rapport à son prix normal. Parce qu'il s'est pas vendu, il était trop cher. Pourquoi est-ce qu'on fait pas pareil avec le reste? C'est ça. Alors, on va peut-être se priver un petit peu. Ça veut pas dire qu'on va pas manger. Il y a à manger Bien sûr. à disposition dans la nature aussi.
Donc on peut peut-être tous ensemble, à un moment donné, et on est solidaire quand on a envie. C'est ça, on peut peut-être se dire, il est peut-être temps quand même qu'on se réveille, les gars, parce que oui, le café à 3,20, il va arriver à 4 bientôt. Voilà, c'est ça. Et très, très écoutez vite. Bien ce que je viens de dire. Là, pour janvier, on a 4. On a 4 je pense. Oui, ça va. Ça. Et en plus, tu sais, c'est pas ça augmente pas. C'est pas énorme, l'augmentation. C'est quand même 20, on va dire, voilà. Mais 20, après, on te remet un petit coup, 20 plus loin. Et puis en septembre, un petit coup encore. Et puis après, voilà. Et puis c'est normal. Et puis finalement, ça te revient le prix d'une boîte de café en magasin que tu pourras procéder autrement. Donc, franchement, non. Mais en tout cas, comment. Alors, tu as déjà expliqué comment on peut changer nos habitudes. Quels sont les impacts de la vie chère sur la société guadeloupéenne, mon cher Rémi ? Déjà, ici en Guadeloupe, aux Antilles, la vie est 40% plus chère qu'ailleurs. On peut faire des calculs autant qu'on veut. Il y a un rapport qui est sorti il n'y a pas longtemps sur la vie chère où on dit que les marges des distributeurs est quasiment la même que celle en métropole. Moi, je donne quelques explications dans mon livre, justement, comment sont cachés les résultats, surtout. Oui. Mais il ne faut pas qu'on se contente non plus de se dire, finalement, la métropole est pratiquement bientôt au même prix que la Guadeloupe. C'est pas un critère de satisfaction. Non. Et après, ça va faire quoi ? Alors, du coup, quand la France aura rattrapé les Antilles vont encore augmenter pour dire on va garder cette différence. Ça. Oui, c'est ça. Et en fait, on est dans un système qui nous infuse petit à petit et on est endormi. Et à un moment donné, on s'aperçoit que on ressort d'un magasin avec 15 € et t'as assez qu'une main parfois pour porter tes affaires. Donc là, il y a un problème. Et c'est pas, j'exagère pas quand je dis ça. Oui. Ça va très vite, en fait. Moi, je suis très, très observateur. Et comme j'ai une âme de commerçant, mais je regarde, j'observe. Je vois des fois les prix qui augmentent comme ça en un clin d'œil. Et en plus, c'est électronique maintenant, donc ça va vite. Derrière un ordinateur, clac, est terminé. Oui, c'est ça, voilà. Et puis c'est pour nous. Et c'est pour nous, voilà. Okay. Donc, qui peut décider que ça peut s'arrêter ? Personne nous force à sortir la carte bleue pour payer le prix proposé. Et moi, j'arrive à trouver quand même quelques pistes, quelques niches. Il y a des gens encore qui ont peut-être encore ce besoin d'aider la population et de ne pas exagérer sur les prix. Donc moi, j'ai trouvé mon café moins cher ailleurs. Et c'est bon. J'y vais. Dès que je trouve une piste, par facilité, parfois, on dit tant pis. C'est là, c'est mon passage. Ben non. Et puis il y a aussi quelque chose que j'aborde, c'est la propreté. Ah oui. Alors, ça va fâcher peut-être, mais je suis désolé, mais je ne supporte pas. Mais les vitrines avec du scotch, je peux pas non plus. Tu peux pas proposer un prix là et un service visuel déjà. Qui ne correspond pas. C'est pas possible. Déjà au niveau hygiène, c'est pas terrible. Mais en plus, ça veut dire encore plus fort. Je m'en fous, tu vas venir quand même. Des serpillères au sol, tout ça, c'est pas possible. C'est pas possible, d'accord. Non, mais ça c'est clair et net. C'est pas avoir un esprit de perfection, je suis pas perfectionniste. En fait, c'est un minimum. Et normalement, la formation, il y a une formation qui propose tout ça pour pouvoir justement donc proposer quelque chose de qualité, justement pour les clients qui vont venir en visibilité, en qualité, enfin à tous les niveaux. Mettez un livre d'or dans vos magasins ou vos établissements. Peut-être que les gens je pense que tu veux les acheter. Mais est-ce qu'ils vont le lire ? C'est ça le problème. Moi-même, j'ai mis mon numéro de téléphone à la fin de mes ouvrages. D'accord. Et je prends le numéro de tous mes lecteurs parce que j'attends aussi bien les félicitations que les remarques éventuelles. Bien sûr. Parce que, c'est important, c'est ce qui aide. C'est ce qui aide. Et moi, ça reste mon avis, mon ressenti. Après, je reçois les éventuelles remarques. J'en ai pas beaucoup, ou alors elles sont pas manifestées. Mais je les reçois, c'est pas grave. Mais c'est mon analyse après. Non, mais c'est comme mon analyse sur la vie chère, c'est mon analyse. On peut pas me dire non, pas ça. Souvent j'entends, on n'a pas le choix. Je l'ai entendu encore ce week-end. On n'a pas le choix. Comment on fait ? Qu'est-ce que tu proposes ? T'as pas le choix, donc t'as pas le choix dans ta vie. Tu peux plus décider, ça y est, on t'a mis en prison, alors c'est fini. C'est ça. Et c'est justement ce côté de résigné
c'est un message qu'on envoie. Je suis résigné. Ah ben, si tu es résigné, alors là... Ouais, c'est ça en fait. On va finir de t'achever. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc, c'est ce qui se passe. Moi, je trouve que là, on est vraiment à un point critique. Parce que quand on commence à vraiment trop réfléchir sur comment acheter ma nourriture, c'est comme on est allé assez loin, parce qu'il y a les loyers aussi. Voilà, enfin, mais dans ce livre, c'est un ensemble, hein, sinon c'est pas marrant, hein, c'est tout, tout, c'est partout en fait. On est coincé partout financièrement, donc vraiment, je devrais même pas dire ça parce que sinon je m'exprime mal, mais c'est vrai que c'est pas facile. Alors j'aborde un petit peu tous les domaines de la consommation, du loyer, à la dépense festive, à la consommation du m'as-tu vu. Parce que là encore, et là c'est du développement personnel pour moi. D'accord. On consomme aussi parfois pour correspondre, pour plaire aux autres. Donc, à travers ça, il y a aussi des dépenses qui ne sont pas forcément ni utiles, ni bonnes pour ni la santé, ni le porte-monnaie. Exactement. Donc c'est tout un fonctionnement de notre part qui est à revoir. Et c'est mon avis, hein. Après, tout le monde n'est pas obligé d'adhérer. En tout cas, quand tu parles, quand j'entends ce que tu dis, ça me rassure parce que le cheminement, en tout cas, personnellement, c'est vrai que je le fais déjà vraiment. Et moi, je vous invite à le faire. C'est pas forcément évident, mais c'est pas à pas. Hein, voilà, au fur et à mesure, on essaie d'adapter, changer quelques comportements qui nous sont nuisibles financièrement et aussi dans nos relations. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu espères que les lecteurs vont retenir de tes livres, mon cher Rémi ? La prise de conscience. Ok. La prise de conscience que on est dans un monde illusoire. Tout a été créé pour nous formater. Alors que ce soit dans la vie personnelle, que ce soit dans nos croyances, pour notre épanouissement personnel, beaucoup de choses ont été mises en place par un système. Alors un système global, hein, pour que l'on ne se sente pas libre et épanoui. Dans le domaine, moi j'appelle ça la matrice. Ceux qui font du développement personnel vont comprendre. La matrice, c'est un système qui est là et qui nous dirige. Donc, il y a la matrice de la consommation. La matrice de la consommation, elle est là pour te faire dépenser. Bien sûr. Voilà, et elle est là pour pomper ton énergie, ton argent, et pour que tu ne puisses pas t'épanouir. C'est-à-dire que quand tu n'as plus d'argent à la fin du mois, tu ne peux pas espérer monter ton entreprise. Bien sûr. Et si tu montes ton entreprise, tu peux être gênant aussi pour ceux qui proposent. J'ai entendu quelque chose d'aberrant la semaine dernière. Quelqu'un qui cherchait un local et la personne de l'agence immobilière lui a dit qu'elle n'acceptait que les gens qui sont déjà en place. Ça veut dire qu'il n'y a pas de place à la création. D'accord. Et ça, c'est très grave. C'est comme quand tu cherches du boulot, on te demande de l'expérience. Exactement, c'est exactement la même chose. Voilà. Mais c'est très dangereux comme discours. Ça veut dire qu'on n'accepte pas les créateurs d'entreprise. Alors. C'est ça. Ça veut dire que tu as un nouveau projet. Et comment ils ont fait ceux qui ont commencé ? Ils ont commencé avec 30 ans d'expérience, alors. C'est pas possible. Là, vraiment, on se demande où va le monde, en fait. Mais c'est là, voilà, mais peut-être je ferai un livre un jour là-dessus. Mais dans le domaine de l'immobilier, c'est pareil. Quelle chance on donne à un entrepreneur de pouvoir exploiter son activité ou distribuer ses produits, parce qu'en Guadeloupe, il y a plein de créateurs. Il y a plein de personnes qui produisent. Ils n'ont pas la possibilité de pouvoir exposer leurs produits et les vendre en direct. Qu'est-ce qu'elles font ? Elles passent par la grande distribution, qui leur prend au passage un premier bras, et puis il leur reste plus que l'autre bras pour travailler. Si c'est pas la main. Si c'est pas la main, et finalement, quand ils trouvent quelqu'un d'autre qui est moins cher, ils vont te rendre tes affaires, et puis. Donc en fait, on est dans un monde qui n'est pas. C'est un monde involutif. Et qui a la main là-dessus encore une petite partie. Et nous, on est beaucoup plus nombreux à pouvoir changer ça. C'est ça. On est plus nombreux à subir qu'à on va dire, diriger. Bien sûr. On peut changer les choses. On peut changer les choses à notre échelle. Mais je suis triste de cette réalité surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat. Il n'y a plus de locaux libres à moins de 8 000 € par mois pour 150 mètres carrés. J'exagère peut-être un peu, mais je ne suis pas loin. Moi-même, j'ai eu des locaux commerciaux dans mon passé. C'était 10 000 € par mois pour 500 mètres carrés. Comment on peut faire vivre une entreprise avec ça ?
survivre. Et qui on nourrit encore? Ceux qui ont déjà la richesse. Et ils ne donnent pas la chance aux jeunes et aux moins jeunes de pouvoir s'épanouir, en fait, exploiter. Avant de commencer, on est déjà en asphyxie, en fait. Donc, voilà. Et, on n'a même pas accès déjà. Donc, voilà. Donc j'invite tout le monde à aller plutôt, et ça fait partie aussi de mon discours, aller sur les marchés. Aller rencontrer les gens qui vendent leurs produits directement. Les artisans, les agriculteurs, les agrotransformateurs également. Et c'est vrai que je vous invite aussi à venir participer à l'émission pour parler un peu de votre activité, tout ce que vous présentez aussi en tant qu'artisan ou en tant qu'association. Et justement, aujourd'hui, c'est donc Rémi qui a la parole et qui a bien voulu venir dans l'émission. Rémi, les contacts, tu es où? Sur les réseaux, comment tu vends, où on te trouve? Parce que moi, je sais à peu près, mais les téléspectateurs, ils ne savent pas. Alors, justement, j'ai choisi le circuit court, tout simplement pour être en accord avec ce que j'écris et ce que je dis. C'est-à-dire que mon premier ouvrage était dans tous les réseaux de distribution. Je l'ai retiré, pas par exemplarité, c'est parce que ça ne colle pas avec moi. D'accord. Donc, j'ai retiré mon ouvrage, le premier de tous les grands réseaux. Je le distribue sur mon site internet, remiroulant.com. D'accord. La Guadeloupe est suffisamment à la fois grande et petite pour qu'on puisse se retrouver. Donc, on peut commander mes ouvrages sur mon site. Et moi, j'ai votre numéro automatiquement. Et donc, on se rencontre. Il y a bien un parking où on peut se retrouver pour faire la distribution. Je fais aussi les salons. Je fais... les marchés, je vais parfois dans les boulangeries, je vais dans une boucherie, je peux aller partout et en fait je vais à la rencontre des lecteurs et j'attends pas que d'être présent dans un grand établissement où mon livre va dormir d'ailleurs parce que si je suis pas derrière, dormir ou prendre de la poussière. Exactement. Au passage d'y laisser un bras, j'ai choisi de distribuer moi-même. Donc j'appelle les lecteurs à venir vers moi. Je suis très accessible. Je peux donner mon numéro de téléphone bien aussi, sûr, parce que de toute façon je le cache pas. C'est le 06 90 61 47 70. Et donc vous pouvez même m'appeler. On se donne rendez-vous et on fait une remise en main propre avec une belle dédicace et très souvent un bel échange. Bien sûr, surtout voilà. C'est ça le plus important. La communication, on en manque de communication et c'est important de pouvoir échanger. Et c'est pour ça qu'on invite aussi donc les artistes, les téléspectateurs justement à venir sur les marchés, les foires pour pouvoir rencontrer les artisans et pouvoir échanger. Parce que peut-être que vous n'avez pas l'argent maintenant, vous l'aurez peut-être après, mais vous prenez un numéro de téléphone, un contact et on fera le nécessaire après. Donc vraiment, allez-y, même s'il n'y a pas, il y aura après, d'accord? Et voilà. Et mon cher Rémi, c'est l'heure de se quitter. Déjà? Ben oui, quand on aime, on ne compte pas. C'est ça. Mais voilà, c'est l'heure de nous quitter. Il y a Daniel qui me fait signe. D'ailleurs, je le remercie à la réalisation. Je remercie également mes partenaires, à savoir Canoptique. Voilà, ainsi que Chivé en nous aux abîmes. Voilà, si vous voulez vous sublimer capillairement parlant, voilà, je vous invite à aller les rencontrer également. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable journée, une agréable soirée. Rémi, merci encore. Je te souhaite plein de bonnes choses pour le futur. Je pense que de toute façon, là, tu as pris ton envol. C'est ça. Donc j'ai envie de te dire que voilà, volez. Hein? Allez, nous, on se donne rendez-vous mercredi. En attendant, je vous dis écoutez.